Les arrêts de la Cour constitutionnelle alimentent l'actualité politique en RDC. Pour certains, ces arrêts sont de nature à nuire le climat politique au pays. Alors, après la rencontre entre Félix Tshisekedi et Benoît Luamba, quelle issue envisager? Madame, Monsieur, cette émission comportera 4 thématiques. J'ai bien parlé des controversés arrêts de la Cour, on va parler du mandat, de la réforme et de la recomposition de la CENI, l'avenir de la MOUCA et les prochains gouvernements. Avec Madame Feza Mandiangou de la RTVS 1, nous recevons l'honorable Christophe Lutundula, secrétaire permanent du bureau politique des Ensembles pour le changement. Merci honorable d'être notre invité. Merci beaucoup et surtout élu national de la circonscription électorale de Katakoukou. C'est important aussi. Très bien. Vous êtes député national. Beaucoup de vous regrettent les arrêts rendus par la Cour. Vous, personnellement, comment vous analysez les décisions de la Haute Cour? Les arrêts de la Cour nous renvoient à la copie de toute l'architecture électorale, je dirais mieux, judiciaire que nous avons mise en place à travers la Constitution en vigueur. C'est une première dans l'histoire de notre pays que des décisions d'une très haute juridiction comme celle-là fassent l'objet de contestations généralisées. Vous avez vu toutes les manifestations que ces arrêts ont générées à travers le pays. Je pense que nous allons certainement en parler lors de notre émission. Au-delà de l'événement et de la douleur que cela cause à mes collègues députés, dont la plupart sont de ma famille politique, qui ont été victimes de ces arrêts, je nous invite, nous Congolais en particulier, décideurs politiques institutionnels, à une réflexion profonde, à un courage politique. Nous avons, il y a plus de 10 ans, élaboré une constitution soumise à référendum, adoptée par le peuple, peut-être, il faut le reconnaître, avec beaucoup d'idéalisme et peut-être aussi de naïveté. Manifestement, nous n'avons pas suffisamment intégré les réalités de notre pays et un élément fondamental, à savoir que, comme le démontre le fait aujourd'hui, nous avons dans notre appareil judiciaire un personnel judiciaire, même au niveau le plus élevé, qui cherche encore c'est l'aide de noblesse. Et donc, il faudra un peu procéder aux ajustements. Manifestement, et de manière peut-être flagrante, on vit une situation qui laisse croire à plus d'un égard qu'il y a peut-être une finalité politique, pour ne pas dire politicienne. Mais j'ai jamais fait de procès de détention. Moi, je juge sur pièce, je suis un ancien magistrat. Il y a quand même une panne quelque part. D'abord, plus de 70% des invalidés viennent de l'opposition parlementaire, pour ne pas dire de la MOUCA. Et ensuite, lorsqu'on lit certains arrêts, on est un peu perplexe. Voilà à chaud le commentaire que je peux faire, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. On peut rectifier, corriger le tir et réhabiliter tant soit peu l'image. Oui, honorable, vous venez de donner votre point de vue par rapport aux arrêts rendus par la Cour, mais aujourd'hui, plusieurs députés issus de la plateforme La MOUCA ont vu leur mandat être invalidé, à savoir Chériben Okinde, qui est d'Ensemble pour le changement. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les arrêts rendus par la Cour peuvent être revus? Ah bon, c'est une très bonne question qui a un aspect technique et politique. Sur ce point-là, je dois saluer l'initiative du président de la République
Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu obtenir le plus d'informations possibles quant à ce. Il a interpellé le président de la Cour constitutionnelle et le procureur général près cette Cour. Je voudrais croire, et ça doit être ça, parce que je le connais un tout petit peu, que ce n'était pas une interférence dans le sens de violer le sacro-saint principe de l'indépendance de la justice. Il est le magistrat suprême, entendons-nous bien, la plus haute autorité politique. Ce n'est pas qu'il peut modifier, réformer ou annuler les décisions de la magistrature, même si on dit exécuter en son nom, non, ce n'est pas ça. Il a interpellé, il s'est fait informer, il a marqué quand même une différence. C'est très important. Et j'ai suivi le président Luamba lorsqu'il est sorti de l'audience présidentielle. Il a dit notamment qu'il y avait une procédure en rectification d'erreurs matérielles. Il a dit également que s'il s'avère, s'il est établi qu'il y a eu des faits à caractère pénal, notamment des faits de corruption, on va appliquer les lois de la République. Ce que je veux dire, c'est ceci. Je n'aime pas que... Je ne prête jamais les illusions. Je ne suis pas un vendeur d'illusions. J'ai une petite expérience de la procédure en rectification des erreurs matérielles. Les années passées, j'avais un des députés de mon parti qui était invalidé et nous avons exercé un recours en correction d'erreurs matérielles. Au finish, pour l'ensemble des recours, la Cour suprême à l'époque, par la Cour constitutionnelle, a dit non, c'est une décision rendue déjà, ce sont des décisions rendues par la Cour, on ne revient pas, on ne touche pas au dispositif. Et je crains fort qu'on nous reproduise ces scénarios-là, mais moi je ne conseille pas ça. J'ai parlé de la flagrance de ce qui s'est passé, en termes de justice, d'équité et même aussi en termes de moralité. Je pense que le droit est fait pour réguler, le droit est fait pour garantir la paix civile. Et nous en avons besoin dans ces pays. Voyez-vous, aujourd'hui, les cycles électoraux qui ont été émaillés de violence, de contestation et qui ont fait naître, qui ont généré une certaine opinion mettant en cause la moralité du pouvoir organisateur de manière générale. Vous voyez? Et donc, il n'est jamais trop tard, comme je l'ai dit, pour bien faire. Moi, je souhaite que les hauts magistrats de la République prennent suffisamment conscience de leur rôle dans la société, de ce qui s'est passé et du fait que l'image est ternie. Vous savez, la magistrature, c'est un corps d'élite. C'est parmi les corps sociaux, les corps professionnels, où on ne trouve que des universitaires. Nous avons une vocation de modèle, de servir d'exemple. Et donc, qu'on n'entre pas dans des termes erreurs matérielles. S'il y a des cas flagrants d'application erronée du droit, s'il y a des cas flagrants d'injustice, il faut avoir le courage de les réparer. Parce que ça aussi, ce sont des erreurs. C'est ce que je souhaite. Donc, d'un côté, je dis techniquement, ça peut générer un débat juridique. Mais politiquement aussi, le juridique doit être au service de la paix civile. Et on ne fait pas mal, ne fût-ce que sous le plan moral, si on attend la voie de la justice, la voie du respect de la loi, qui est la voie de l'instauration de l'état de droit. Honorable, si aujourd'hui la haute cour, qui est la cour constitutionnelle, arrivait à se dédire par rapport aux arrêts rendus par la cour elle-même sur les invalidations en cascade qu'on a constaté du côté de l'opposition républicaine, est-ce qu'aujourd'hui c'est une manière pour fragiliser d'abord l'opposition républicaine
en les soutirant quelques députés. Est-ce que vous êtes de cet avis? Et deuxièmement, si aujourd'hui la haute cour arrivait à se dédire par rapport aux arrêts déjà rendus, est-ce qu'il peut y avoir de conséquences juridiques? Je ne dis pas, je n'utilise pas l'expression c'est de dire. Je considère qu'il est du devoir de la haute cour, des hauts magistrats. Il faut savoir que c'est le niveau le plus élevé de l'administration de la justice, le niveau le plus élevé de la consolidation de l'état de droit. C'est là qu'on... Là, c'est le top. C'est le top. Donc, il faut avoir tous ces paramètres-là et rendre justice. J'ai souligné le terme rendre justice. On ne se dédie pas en rendant justice parce que la Constitution dit que le magistrat n'est tenu que par l'autorité de la loi. Et si l'autorité de la loi est à géométrie variable et à interprétation diverse, on est parti pour l'éternité se foutu. Effectivement, les éléments factuels que nous avons nous poussent à croire qu'il y a quand même quelque chose de trop politicien. Si on voit les débats que nous avons eus autour de la constitution du bureau de l'Assemblée nationale, et bientôt, si on n'a pas interrompu la session, parce qu'effectivement la session devait s'arrêter le 15 juin, on entrait dans la répartition de commissions en termes de bureau, de quotas dans le bureau. Et dans quelques jours, on va en parler. On devra parler aussi de la recomposition de la CENI. Toutes ces restructurations reposent aussi sur un critérium, sur une base, le poids politique, le fameux poids politique, malheureusement à la congolaise. Et quand on voit ce qui s'est passé, on fait le bureau, nous étions à 113, on dit non, vous n'êtes pas 113. Et puis, comme je viens de vous dire, dans tout ce qui va se passer, il fallait tenir compte de ça. Et si vous faites la soustraction, nous sommes aujourd'hui à 80. Nous sommes aujourd'hui à 80. Et quand je vous ai dit, quand vous lisez certains arrêts, ça pose problème. Peut-être que nous interprétons mal le 3, mais quand même, on a des petits éléments d'appréciation sur le plan technique. Alors on se dit, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Vous voyez? Donc, effectivement, la conséquence, c'est qu'il va falloir faire des ajustements. Et là, il ne faut pas hésiter, lorsque c'est le pays qui gagne, c'est une institution noble, comme la justice qui gagne, dans sa crédibilité, dans son image, lorsque c'est la paix civile qui gagne, et surtout, lorsque c'est la démocratie qui gagne. L'opposition est un élément important de bonne gouvernance, de la stabilisation du pays et de la consolidation de la démocratie. Cessons de considérer qu'un opposant, c'est un ennemi, c'est un facteur perturbant, que, quelque part, c'est un virus qui véhicule, si vous voulez, la destruction des institutions. Non, on a l'impression que nous sommes toujours dans la culture monolithique, de pensée unique, de parti-État. Et ceux qui gouvernent, et une bonne partie de Congolais, Dieu merci, ne sont pas majoritaires, considèrent que l'opposant, c'est un trouble fait. Il faut être dans un système où tout le monde dit la même chose, où on adore les chefs, où finalement, on considère que la politique, c'est un jeu à somme nulle. Non, c'est un jeu à somme variable. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'écrase pas, on compose. La société démocratique, c'est une société de consensus. Évidemment, cela ne suffit pas qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Les élections donnent tous ces éléments-là. Mais on dit majorité et opposition. C'est une composante essentielle de la vie démocratique. Sans compter sur ce chapitre-là, qu'on oublie souvent qu'il existe une loi organique portant statut de l'opposition qui reconnaît à l'opposition des droits, et ce conformément à l'article 8 de la Constitution qui dit que les droits de l'opposition sont sacrés. Nous devons être une société civilisée. Voilà. Mais ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de manière générale, dans la vie politique, sur la scène politique, ne rend pas optimiste par rapport à ces fondamentaux d'une société civilisée, d'une société de progrès.
Alors, honorable, l'instance est appelée haute cour. Si aujourd'hui la Chambre criée constatait qu'il y avait des erreurs matérielles... Pas la Chambre criée. On a parlé de chambre spéciale. Non, d'ailleurs le président Luamba l'a précisé. C'est une procédure normale prévue par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, prévue même par la loi électorale. La procédure en révision des erreurs matérielles. C'est qu'il faut... Peut-être qu'on va aller avec la question, ça va être peut-être le point de conclusion sur l'idée que je vais donner sur cette matière. Alors, la question est de savoir, aujourd'hui, si la Cour revenait sur certaines de ces décisions rendues, est-ce que ça ne décrédibilise pas cette haute Cour, comme on les qualifie l'instance? Vous savez, il y a un principe général qui est même consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le principe du double degré de juridiction, le droit de recours, même dans notre constitution. Est-ce que ça décrédibilise le juge ou la juridiction du premier degré? Que non. D'ailleurs, vous me faites une bonne passe là. C'est là le problème que posent ces arrêts et la procédure actuelle de recours électoral devant la Cour constitutionnelle. C'est un droit fondamental. Ce n'est pas parce que je suis candidat député national ou même candidat président de la République qu'on me prive de ce droit, du bénéfice de double degré de juridiction, qui participe aussi du principe du procès équitable. Nous, à Ensemble pour le changement, avec Moïse Katumbi, dans notre programme, nous avons prévu, nous inspirant aussi largement de la Cour pénale internationale, nous avons prévu de créer un niveau d'appel, une chambre d'appel, pour être plus précis, au niveau de la Cour constitutionnelle concernant justement une matière comme la matière électorale, qui est une matière hautement sensible et à impact fondamental, à impact décisif sur le fonctionnement des institutions et même sur la paix civile dans le pays. Donc aujourd'hui, voilà, la situation qui se produit aujourd'hui doit nous conduire à penser sérieusement à l'institution d'une chambre d'appel au niveau de la Cour constitutionnelle, puisque au sujet de recours en annulation de résultats ou en rectification de résultats des élections. Vous comprenez? Alors, tout ce qui est fait à votre niveau en tant que député de la MOCA, les manifestations, les ras-le-bol, est-ce que ne viole pas la disposition qui stipule que les arrêts sont inattaquables? Ouais, là aussi, hein, vous avez posé une bonne question. Les gens disent n'importe quoi. Les arrêts inattaquables, en termes de procédure judiciaire, il n'y a pas un niveau supérieur. Mais dans le débat, dans la recherche pour les scientifiques, dans, si vous voulez, dans la contradiction politique, il n'est pas interdit de dire oui, ça c'est bon ou c'est mauvais. Après tout, la justice est rendue de manière générale au nom du peuple. Et le peuple, en démocratie, c'est le chef suprême. Donc, partout où l'intérêt du peuple est mis en jeu, dans une démocratie, le peuple, à travers ses leaders, ses organisations politiques et sociales, est en droit de dire que ça ne correspond pas à mon intérêt, ça ne correspond pas à mes aspirations d'un état de droit, de la liberté, des droits de l'homme, et, si vous voulez, de la démocratie. Ça n'a rien à faire avec le principe de l'inattaquabilité consacré par la Constitution. J'ai déjà entendu les gens, quand vous parlez, non, les arrêts de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État sont inattaquables. On ne peut pas les critiquer. C'est très faux. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas un recours contre ça. C'est ce que ça signifie. Mais aujourd'hui, face à la pression, face aux nuits blanches que le député passe devant la Cour, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette décision de la Haute Cour est en train d'être attaquée? Mais écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure que la procédure
recours en rectification d'erreurs matérielles, elle est légale. Mais quand on parle de l'erreur matérielle, donc c'est seulement le nom, le petite chose, mais sur le plan fond, est-ce que ça va changer le fond? Je risque de revenir sur ce que nous avons dit, on a besoin du temps. Est-ce que moi je dis ici que la fonction d'une règle de droit, quel qu'il soit, qu'elle soit formelle, la loi, qu'elle découle de la jurisprudence, qu'elle découle de la coutume, de l'équité, de la doctrine, la règle au sens matériel du terme. La finalité, c'est de réguler les rapports sociaux, de régler les conflits, et enfin, de créer la paix civile. Nous n'avons d'État, disait Montesquieu, que parce que nous avons besoin de la sécurité et de cette paix civile. À quoi servirait des arrêts si ça met le feu à la case congolaise? C'est ça. Donc, on respecte ça. La loi est dure. Oui, la loi est dure. Oui, dur à l'ex, c'est de l'ex. Oui. On peut même dire pessime à l'ex, c'est de l'ex. Même la loi, si la loi est mauvaise, elle est mauvaise. Mais ça ne nous condamne pas à l'immobilisme. Ça ne nous condamne pas à des attitudes si négatives qu'on perd la raison. Parce que la loi, ce n'est pas la déraison. Ça ne nous condamne pas à des attitudes qui prêtent à l'immoralité, qui elle-même est condamnée par la loi aussi. Donc ce débat-là, il est important, tant du point de vue si vous voulez, de point de vue scientifique. Est-ce que dans tous les cas c'est comme ça? Que du point de vue, si vous voulez, politique, dans ce sens que on peut se dire, est-ce que, ce faisant, on n'arrive pas finalement à déstabiliser les institutions? Moi je dis ce qui déstabilise les institutions, c'est l'acceptation du faux, l'acceptation de l'injuste, l'acceptation de l'immoral. C'est ça qui bouche l'avenir. Voilà. Honorable, pour ne pas revenir sur la même question, est-ce qu'aujourd'hui les arrêts de la Cour peuvent être influencés par les politiques? Je vous ai dit que moi j'ai la culture d'ancien magistrat. En pareille circonstance, je préfère statuer sur pièce. Vous comprenez? Mais je vous ai dit que le contexte dans lequel tout cela intervient, en termes d'attitude des personnes, en termes de faits palpables, prête à ce type d'interprétation, ce type de considération. Je vous ai dit ça. Donc moi je dis encore une fois, par rapport à la problématique de ces arrêts, que les fils conducteurs doivent demeurer ceci. Le premier fil, l'état de droit. Le deuxième fil, qui découle du premier, le respect de la Constitution, qui prévoit par ailleurs aussi le droit d'un chacun à un procès équitable, à un procès juste. Le deuxième fil, c'est la stabilité politique de notre pays, la crédibilité de nos institutions et de nos hauts magistrats. Et enfin, ce que je dis, salus populi, suprema lex. Je répète, salus populi, suprema lex. C'est l'intérêt du peuple congolais qui prime. Il y a eu des manifestations à travers le pays contestant les arrêts. C'est-à-dire, en fait, légitimant davantage les collègues qui ont été élus, proclamés par le CENI et invalidés par la Cour. Il faut tenir compte de ça. Ce ne sont pas des faits bénins. Non. Voilà. Donc le peuple s'exprime aussi de cette manière. Ce n'est pas pour rien que dans des pays plus avancés que nous, il y a des sondages. Ce n'est pas pour rien. Parce que le fil conducteur, c'est salus populi, suprema lex. L'intérêt du peuple congolais. Qu'en pensent les Congolais? Nous n'avons pas des institutions désincarnées.
Et enfin, par rapport à votre question, je suivais il y a quelques jours, il y a 24 heures je crois, des commentaires de journalistes sur le lancement de la campagne de Trump, le président américain. Et dans le commentaire, il y en a qui disaient parmi ses atouts, il parlait de la Cour suprême des États-Unis, composée aujourd'hui majoritairement les gens d'obédience républicaine. Et on considérait que c'était un atout pour le président américain. Bah, vous comprenez, l'Amérique c'est un État quand même très démocratique, un État de droit quelque part. Ça signifie qu'il y a des juridictions, comme la Cour suprême pour eux, comme la Cour constitutionnelle pour nous, qui ont aussi un rôle politique. Vous ne pouvez pas détacher totalement une cour de la politique parce que les matières qui relèvent de la compétence ont une forte connotation, une forte dose de politique dans le sens de ce qui fait fonctionner les institutions qui décident de l'avenir du pays, qui décident de l'exercice et qui exercent le pouvoir d'État. Vous comprenez? L'effort qu'on demande aux magistrats de ces institutions, c'est l'effort de détachement, un effort moral, un effort d'éthique professionnelle pour être le plus indépendant, le plus impartiaux possible, étant donné qu'effectivement, ce sont deux hommes comme vous et moi. Aujourd'hui, 5 ans après, la CENI fin mandat, Bassengezi démissionne. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, député national, quelle est l'image que vous avez? Moi, je vais émettre un jugement global. Nous avons eu 3 cycles électoraux qui ont été conduits par un pouvoir organisateur que nous avons voulu être un pouvoir indépendant, neutre, impartial, indépendant vis-à-vis des autres institutions, vis-à-vis aussi de la classe politique, la société civile, de puissance d'argent aussi. C'était ça le modèle que nous avons adopté depuis la conférence nationale souveraine. Parce qu'à l'époque, dans d'autres pays africains, le Bénin et j'en passe, c'est ce que les Africains ont trouvé. C'est ça l'exception africaine, l'innovation des années 90. Et si vous examinez les 3 processus électoraux, ils n'ont pas répondu à ces attentes-là. Bien au contraire, ça a été des processus générateurs, comme je l'ai dit au départ, de violence. Le temps nous est compté, ce n'est pas nécessaire de revenir sur ça, de contestation, et aussi paradoxal que ça peut paraître, des processus de délégitimation des acteurs politiques et de déstabilisation des institutions. C'est paradoxal. Élection, la légitimité contestée. Et si vous lisez l'exposé des motifs de la Constitution, il y a un élément important, on dit en fait que toutes les crises que nous avons connues sont des crises de légitimité depuis Lumumba. Mais apparemment, ce n'est pas résolu. On a l'impression qu'on continue à évoluer dans de pouvoirs, de postures, sinon dictatoriales à tout le moins, autoritaires et monolithiques. Donc là, il y a un problème, il y a une interpellation, comme je l'ai dit. Et on voit, à travers certains éléments, qu'on part de mal en pire. Je ne vais en prendre que 2. Le niveau de recours en contestation des élections. 2006, je pense, 300. Globalement, 2011, on est passé vers 600 recours. Et maintenant, 2018-19, 1000 quelques recours. Et une progression, si vous voulez, comment est-ce qu'on dit ça en mathématiques, exponentielle. Un autre paramètre, cette fois-ci, on a eu des élections dont les résultats n'ont pas été publiés de manière détaillée, sans compilation. Vous voyez ça? Donc on va de mal en pire. De mal en pire. Donc de ce point de vue, le bilan de 3 processus électoraux n'a pas été un bon bilan. Il est négatif, en tout cas, ce n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et il n'y a pas eu de la valeur ajoutée. Voilà globalement ce que je peux dire. Les compétiteurs ou l'organisateur? Et parce que nous parlons de la CENI, c'est l'organisateur. Le pouvoir
organisateur. C'est la CENI, mais il n'y a pas que la CENI. La CENI est le leader du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur, c'est aussi le Parlement. C'est aussi le gouvernement, pour ne pas dire l'exécutif. Donc, il y a des choses qu'il faut faire bouger. Il faut des ajustements. Cela va de soi. Si nous voulons améliorer les choses, si nous voulons stabiliser nos institutions. Alors, la CENI fait un mandat, certes, mais le rapporteur estime qu'il faut qu'il soit remplacé par un bureau qui sera installé. Déjà, un rapport est préparé qui sera présenté lors de la session extraordinaire. Comment appréciez-vous cette manière de voir les choses annoncée par les rapporteurs de la CENI? J'ai toujours conseillé aux dirigeants de la CENI la modération et une bonne communication. Ce type de communication sont parfois interprétés très mal parce qu'ils ont la tonalité d'un défi, de l'arrogance. Je me demande qu'est-ce qui a poussé, est-ce qu'il y a eu un problème? Vous arrivez fin mandat, je sais que c'est à la mode, c'est encore une fois à la congolaise, on pervertit tout. C'est une clause qui est dans la Constitution, pour le président, pour le Sénat, pour l'Assemblée, et on l'a généralisée avec cette perversion-là. Ça devient une clause permissive de tout. Un républicain, un démocrate, quelqu'un qui participe au leadership national et à l'élite nationale, ne peut pas verser dans ce que nous faisons maintenant. Le mandat est terminé, il est terminé. Il ne faut pas lancer des défis. Et là, je dis aussi que le bureau de l'Assemblée nationale doit intervenir vite. Parce que si vous partez de l'esprit de l'article 53 bis de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, le bureau a un rôle. Le bureau doit intervenir pour fixer les idées, pour recadrer les choses et donner les tempos, fixer l'agenda pour le renouvellement de la CENI. Mais, à mon sens, il ne faut pas passer, comme on dit, la charrue devant les bœufs. Il y a des ajustements qu'il faut absolument faire très vite pour arriver à remettre les choses en place, avoir une vraie CENI telle qu'on l'a conçue à l'origine. Donc ce que M. Kalamba a dit, libre à lui de dire ça, mais à sa place, je ne me serais pas prononcé. Mais on vous entendre parler, honorable, c'est comme si la procédure a été violée par les animateurs de la CENI. Quelle procédure? La procédure de déposer leur tablier. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé le tablier? Il n'y a personne. Bon, j'ai suivi que mon ami Dormé Bachengezi a démissionné. Bon, je ne sais pas pourquoi il a fait. Mais est-ce qu'il fallait démissionner ou bien il fallait libre déposer? à lui de le faire dans tous les cas, parce que la démission. Voilà pourquoi ce que je dis. Est-ce que la procédure de cette institution indépendante, oui, stratégique, mais aujourd'hui, malgré tout ça, il y a quand même des tractations qui se font déjà au niveau de la société civile. Il y a quand même certains délégués qui sont déjà désignés par déjà la CIMA organisé les élections primaires à leur niveau. Donc, il y a déjà des animateurs qui sont désignés. Est-ce que ça vous intéresse, vous aussi, ou bien vous ne semblez pas vous ne semblez pas vous occuper de ces élections primaires? C'est ça qui, à la limite, me révolte. Comment peut-il se faire qu'on refuse la réflexion? Comment peut-il se faire que nous refusions l'évaluation? Je vous ai dit que nous avons fait 3 processus électoraux. Et je vous ai parlé longuement ici de ce que je pense de ce processus-là. Moi, je crois que, bien sûr, on devra désigner qu'il faut revoir la copie à ce qui concerne la CENI, à ce qui concerne les recours. Donc le système électoral. Voici le point fort de ma démarche, le point central. Nous devons remettre en question le système électoral. 3 expériences qui nous ont démontré que le système... Qu'est-ce que j'entends par système, pour que ce soit clair? Il faut revoir la copie, la loi électorale. Les histoires de seuil, les histoires de recours. Vous savez, par exemple, pour prendre le cas des déchemins au Sankourou, l'interprétation, je crois, d'un article de la loi électorale concernant le recours
en contentieux de candidature. Conseil d'État, Cour d'appel, c'est un problème. Un problème qui est là parce que la loi a été mal rédigée. La question du seuil, nous avons soulevé, vous le savez, que le seuil était contraire à la Constitution. La Constitution, la Cour constitutionnelle s'est réfugiée derrière la forme en disant non, ceux qui ont saisi, ce sont des députés, des sénateurs, la loi était déjà promulguée, n'était pas fondée. Mais la Cour a refusé de se prononcer sur le fond. Et moi, je pense que c'est simple. Adoptons un système simple. Majoritaire, proportionnel, non. Si nous adoptons le mode électoral, qui est le scrutin uninominal à la majorité simple, les choses sont très simples. Il n'y a pas de calcul difficile. Vous êtes dans une circonscription de 3 sièges, les 3 premiers, ils prennent le siège. Il n'y a pas à calculer, fort reste et tout et tout. Vous voyez? Donc la loi électorale, on doit la retoucher. Qu'est-ce que j'attends par système électoral? Le pouvoir organisateur. Nous avons parlé de la CENI, nous avons parlé de la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit qu'il y a des problèmes à ce sujet. Le financement. Est-ce que c'est normal que pendant 5 ans, au Parlement, on vote des crédits pour la CENI, on ne débloque pas les crédits, et puis on nous dit qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que c'est normal que la loi sur la CENI, la loi organique, l'article 28, dispose clairement qu'à la fin de chaque année, annuellement, à la session de mars, que nous venons de terminer, la CENI dépose un rapport qu'on discute, un rapport de sa gestion. On n'a jamais fait ça. Quelquefois, il y a eu des rapports déposés, mais tous les bureaux qui sont passés là-bas, le président des chambres, de l'Assemblée, parce que le rapport est déposé à l'Assemblée, ne se sont jamais donné la peine de faire discuter ça. Il est dit aussi, vous permettez, oui, que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, contrôlent la gestion de la CENI, et c'est conformément à l'article 100 de la Constitution, qui donne un pouvoir de contrôle général au Parlement sur le gouvernement et sur les branches collatérales, dont la CENI. Vous avez déjà vu l'interpellation d'un dirigeant de la CENI à l'Assemblée ou au Sénat? On nous a fait croire... Ça peut faire l'objet d'une démarche parlementaire ou d'une initiative parlementaire d'un député. Je parle de tout ça. Il y a eu des initiatives qui ont été prises. Moi, j'en ai pris. J'en ai prises, mais on n'a pas voulu les faire aboutir. Le système électoral, ce sont des recours. Je vous ai déjà relevé quelques pannes. La loi électorale qui dit que le recours en contentieux de candidature ne sont pas recevables. La Cour d'appel qui est saisie pour le provincial, en premier dernier ressort, statut, et puis alors que la Constitution dit que le Conseil d'État, je crois article 155, si je ne me trompe pas, ou 152, le Conseil d'État connaît de tout le recours exercé contre des décisions de cours administratives d'appel. Vous voyez une contradiction. Je vous ai parlé de la question du double degré de juridiction. C'est tout cela qu'il faut remettre en place. Alors, en ce moment-là, le bureau de l'Assemblée nationale, j'insiste, le bureau doit intervenir maintenant parce qu'on voit que ça risque d'aller dans tous les sens. Le bureau de l'Assemblée nationale donne l'agenda, saisit les composantes qui sont concernées et on refait les choses. Le pouvoir organisateur aussi, je vous ai parlé, parce que je parle du système. La manière dont on choisit les membres de la CENI. Madame, quand vous lisez, je vais me reprendre là, l'article, je crois, 12 de la loi sur la CENI, qui fixe les critères. C'est, on désigne des personnalités indépendantes. Bien sûr, ce sont les composantes représentées à l'Assemblée nationale et la société civile qui désigne. Mais vous désignez des personnalités indépendantes. C'est la loi qui le dit, vous pouvez lire la loi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de me prendre de moi, Christophe Lutundula, président de l'ADP, directeur, secrétaire permanent du bureau politique d'ensemble et vice-président de G7, et on me désigne membre de la CENI. Est-ce que ça correspond à ce que la loi demande? Les membres de la CENI sont choisis parmi les personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences, intégrité morale, probité et honnêteté intellectuelle.
personnalité indépendante. Bien sûr que l'article 10 dit « La CENI est composée de 13 membres désignés par les forces politiques de l'Assemblée nationale à raison de 6 délégués, dont 2 femmes par la majorité, des 4 dont une femme par l'opposition. La société civile est représentée par 3 délégués. » Ça, on doit encore retravailler. Parce que la CENI est pouvoir organisateur, mais elle est également une institution d'arbitrage. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le processus électoral, il est compétitif. Il met en jeu des intérêts qui s'affrontent au sens démocratique du terme. Donc, le pouvoir organisateur doit être, c'est ce qui est dit à l'article 9, et les autres articles, d'être un pouvoir impartial, indépendant et neutre. Et tout cela doit mener à la réflexion. Est-ce que c'est le résultat que nous avons eu au cours de ces 3 processus électoraux? Ce n'est pas si évident. Donc, vous voyez ce que je dis. Pour moi, on doit retravailler. Et le président de la CENI, il a des pouvoirs énormes. Les faits nous le démontrent. Donc, ce n'est pas n'importe quel monsieur. Je n'ai pas dit qu'on a choisi n'importe quel monsieur. Je vais relever ses responsabilités. En ce moment-là, ma proposition est simple. Et c'est ça, je crois, la proposition aussi d'ensemble pour les changements avec Moïse Katumbi. C'est que, oui, la société civile sort, mais c'est un candidat proposé au consensus de toutes les parties prenantes. C'est important. Alors, voilà. Honorable, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission, mais nous avons prévu 4 thématiques, mais rapidement dans une fourchette de 5 minutes, vous allez placer un mot sur l'avenir de la MOCA. Le fait que le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, applique le clause de l'accord de Saint-Sylvestre, qu'on a perverti, qu'on a déformé, qu'on a tronqué, qu'on a mal appliqué. Et lui, il reste fidèle à ses consensus nationaux. Est-ce que ça pose problème? Parce que Moïse Katumbi est rentré, je ne sais pas ce que vous déduisez. Est-ce que vous voulez que nous disions que c'est mauvais? Est-ce que vous me prendrez au sérieux si je vous disais que non, c'est rien ça? 2. Nous sommes des organisations démocratiques. La MOCA, il ne faut pas oublier que la MOCA, c'est une sorte de fédération pour des besoins de lutte politique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Encore qu'en politique, il faut avoir bien sûr une position, mais pas arrêter toujours au même endroit. Sinon, vous êtes déphasé. Il a donné ses raisons. Je n'ai pas le droit de juger ça. Je n'ai pas le droit. Mon souhait le plus ardent, c'est que nous ayons vers une vraie réconciliation nationale qui dépasse le problème de positionnement dans les institutions. Encore qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de chercher un positionnement. On fait la politique pourquoi? Parce qu'on a des idées, on veut les appliquer, on veut faire avancer les choses et se réclamer de sa marque dans la conduite, dans la gouvernance du pays. Et cette réconciliation-là, il faut la faire. Il faut la faire, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde revienne, comme Mbemba va revenir, comme Katumbi est revenu, qu'on lève toutes les entraves au mouvement des acteurs politiques et sociaux, et que le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi reste à l'écoute de ce compatriote. Le Congolais cherche aujourd'hui une gouvernance de proximité. Le Congolais cherche aujourd'hui des dirigeants qui s'occupent d'eux, qui ne sont pas condescendants vis-à-vis d'eux, qui les considèrent comme la vraie finalité de l'exercice du pouvoir, comme les souverains primaires au sens profond du terme. C'est cela qu'on cherche. Et moi, je pense que Félix Antoine Tshisekedi a accepté cette servitude-là. On peut lui reprocher ça. Chacun a sa petite interprétation. Mais moi, je vais être... C'est pour ça que Katumbi dit, nous sommes ensemble une opposition, si vous voulez, c'est moi qui utilise le terme de participation, une opposition sévère, exigeante, mais de contribution. Participation, contribution à la gouvernance générale du pays, parce que l'opposition, et un jour je dis que l'opposition était nécessaire à un pouvoir, il y a quelqu'un, je ne cite pas son nom, qui m'a dit, mais c'est quoi ça? Vous comprenez? Donc, il faut que nous allions dans cette démarche-là. Si M. Tshisekedi veut faire du nouveau, c'est aller vers la réconciliation, vers les changements. Il est une fenêtre d'opportunité par laquelle doit passer le message et l'action des changements. Mais nous devons aider
à ce que cette fenêtre d'opportunité devienne un grand portail qui fait bouger les lignes, qui change la République démocratique du Congo. Et pour cela, il faut du courage de la part de Tshisekedi, il faut une bonne disposition de la part de ceux qui gouvernent avec lui, ce qui ne me paraît pas être le cas, dans ceux qui sont avec lui dans l'accord. Et de la part aussi de nous qui devons être vigilants. Nous sommes les vigies de la démocratie et de la gouvernance. C'est ça l'opposition. Un petit rien. C'est ça l'opposition républicaine, parce que les gens ont biaisé. Je rappelle ici que vous êtes secrétaire permanent au sein d'Ensemble pour le changement, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Tundula, vous êtes toujours dans le combat de la vérité des urnes? Et deuxième question, est-ce que, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui a été à la base de la suspension de la tournée du président Moïse Katumbi sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, pour terminer ma question, est-ce que vous vous préparez pour le retour du chairman, déjà le 23, il rentre au pays? Comment est-ce que vous, de l'ensemble, vous préparez pour son accueil? J'ai toujours dit, la vérité des urnes, c'est un élément de communication important, surtout pour celui qui a été notre candidat. C'est une vérité. Demander la vérité des urnes, moi je ne vois pas comment ça peut poser problème. Vous comprenez? Et la vérité des urnes, ça veut dire tout simplement la démocratie dans la transparence, les élections dans la transparence. Et ça, c'est une exigence constante de ce point de vue-là. Vous avez parlé de la deuxième question. La tournée Moïse Katumbi. Oui, nous on se pose des questions. Écoutez. Je vous ai dit ça. Moïse est venu. Il a eu un discours qui ne prête pas à confusion, qui n'incite personne à la violence. Nous ne comprenons pas ce qui est arrivé. Martin Fayoulou a fait sa tournée. Est-ce que je mens? Qu'est-ce qui se passe qu'on refuse à Moïse de faire sa tournée? Moïse n'a jamais tenu un discours de violence. C'est une question que nous posons, mais nous disons que peut-être ce sont les premiers pas, peut-être aussi que les pesanteurs du passé sont encore là et ça tire vers le bas. Nous faisons confiance au président Antoine Félix Tshisekedi, Tshilombo, et nous estimons qu'il doit, c'est pour ça que j'ai parlé de courage, il doit prendre le taureau par les cornes et faire avancer contre vents et marées. Donc nous espérons que ça va se terminer. Il va continuer. C'est un Congolais, il est libre de ce mouvement. Et quand on dit qu'ils prennent le vol régulier, mais dit ça, je ne comprends pas. Vous avez votre vélo. On dit non, on ne peut pas prendre le vélo, marcher à pied. Comment ça? C'est quel pays ça? Chacun est libre de prendre le moyen de transport qu'il veut. C'est la Constitution qui dit ça. De circuler dans le pays comme il veut. Ça, ce sont les douleurs d'affrontement du changement. Et nous pensons que le président Tshisekedi n'a pas lésiné sur les moyens. Il va lever toutes ces entraves-là. La dernière question, l'arrivée de Jean-Pierre Bemba, c'était le leader de la Mouka. Nous devons tous être là, mais moi-même, je me prépare à y être autant que faire se peut. Pourquoi ne pas être là? C'est notre membre, c'est le membre de notre leadership. Très bien. Hein, la conférence des leaders. Il est là, il est membre de la conférence des leaders. Alors, il est cofondateur de la Mouka. Alors, pourquoi? Nous allons terminer par là, honorable. Nous sommes pris par les temps. Bientôt, c'est la mise en place du gouvernement au nom de l'opposition participative qui est capable aussi, prête à contribuer. La Mouka ou Ensemble pour les changements est-il preneur? Une opposition de participation attendue par la critique et les propositions. Je crois que ça doit être clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Et moi je dis que réussira dans ce pays celui qui comprendra la nécessité de tenir compte de ce qu'en pense l'opposition et le peuple. Réussira dans le contexte actuel d'un pays post-conflit. Bon, les paramètres, les instruments d'apaisement sont déjà contenus dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous sommes prêts à faciliter la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre dans sa quintessence, la réconciliation, l'état de droit, le respect de la Constitution et le respect des citoyens. En tout cas, nous sommes presque à la fin, donc on peut dire que ça nous fait quand même de soulagement.
Ça veut dire Ça veut dire qu'après plusieurs tractations autour de la mise en place, en tout cas nous sommes presque à la fin, donc on peut dire que ça nous offre quand même de soulagement. Ça veut dire qu'après plusieurs tractations autour de la mise en place ou bien de l'uniformisation de membres du gouvernement, aujourd'hui quand même le FCC... L'accord qu'on nous dit qu'on a dégagé sur la composition du gouvernement. Exactement. Mais tant mieux pour la République. Voilà pourquoi même si on est dans l'opposition, on ne peut pas soutenir que l'État existe sans gouvernement. Ça, c'est l'État sauvage, ça. Donc nous attendons maintenant de voir ce que le gouvernement va faire. Et nous avons les yeux très ouverts, et nous avons les oreilles très ouvertes aussi. Nous avons le bras très ouvert pour agir et les pieds. Les bras très ouverts n'est pas pour recevoir un poste ministériel. On n'a pas de bras que pour prendre, recevoir. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Moi et Madame Feza Mandiango de la RTVS 1, nous avions reçu l'honorable Christophe Lutundula, député national, secrétaire permanent du bureau politique de Ensemble pour les changements. Honorable, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.